Allez, c'est parti, on commence. Vous êtes extrêmement nombreux, ça fait très plaisir. Alors, thématique de cette intervention, c'est la suivante. NIS 2, Zero Trust et prestataire IT. Qui doit faire quoi? Et pour cette intervention, on a l'honneur d'avoir de chez Ledieu Avocat, Marc-Antoine Ledieu. S'il vous plaît, on peut l'accueillir comme il se doit. Très bonne conférence à tous. Merci. Bonjour mesdames, messieurs. Donc un parcours un peu dynamique. Salut. En BD comme toujours chez Ledieu Avocat. Alors le sujet est très pénible, hein, NIS 2, Zero Trust. Donc je vais avoir une approche très pragmatique du Zero Trust. Juste une slide donc, pour me présenter. Donc vous avez mon avatar qui est très ressemblant. Nous on fait du contrat IT B2B et on est très centré sur la cyber. Voilà, on fait du NIS 2, du DORA, du CRA. Bien sûr, mes slides sont déjà entièrement en ligne, donc si vous avez raté des belles images, n'hésitez pas. Hein, technique et droit du numérique, vous me retrouvez. C'est libre d'accès. Alors, pour parler du Zero Trust, inutile de vous dire que j'ai un peu transpiré, parce que je suis littéraire de formation. Donc le Zero Trust, ça ne me parlait pas au départ. Donc, voilà, Wikipédia. Alors, le bouquin de 488 pages, Zero Trust Network, j'ai capitulé à la page 2. Et en fait, je vais vous le faire court. Moi, j'ai deux sources. C'est un excellent podcast de No Limit Sécu, auquel j'ai pas participé à celui-là, mais il a le mérite d'être clair. Et ensuite, parce que je suis un affreux cireur de pompe, bien sûr, la doctrine de l'ANSSI, qui est quand même assez claire, que je vais avoir le plaisir de vous montrer. Alors, pour le faire de manière très pragmatique et rester dans les délais, le problème du Zero Trust, en fait, ça vient de l'Internet. L'Internet, au départ, alors TCP/IP v1, donc c'était la norme expérimentale, hein, parce que V4 est arrivé qu'en 84, je crois. Le dernier flag day de l'Internet, d'ailleurs, c'était étonnant. C'était un réseau à plat. Donc quand vous avez 4,29 milliards d'adresses IP, tout le monde peut écrire à tout le monde. C'est le concept du réseau à plat. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Et le principe était assez simple. On identifiait... Alors, on dit identifier un user, en fait c'est un mauvais terme. En droit, on devrait dire identifier une personne et authentifier une machine. Évidemment, dans la cyber, on mélange un peu les termes. Donc là, c'est une phrase de Nicolas Ruff. Alors, je ne sais pas s'il est dans les parages, mais je l'ai croisé déjà ce matin. Mais l'idée, c'est simple. À partir du moment où on est identifié par son IP source, on a une IP de destination et on va considérer que ça fonctionne et qu'on peut s'envoyer de la data. Alors évidemment, c'est rapidement parti en saucisse. Et donc, c'est développé le concept de défense périmétrique. Vous voyez, hein, au niveau du Zero Trust, on va y aller mollo quand même. Je ne peux pas que mentir. Hein. Des fois, j'invente aussi. Alors en fait, la réaction, ce qui est assez étonnant, c'est que face à ce concept de réseau à plat, on va construire donc une défense périmétrique. Et le principe, il est simple. Je vais construire une forteresse autour de mon système d'information. Voilà, les murailles du château fort. Et on va considérer que tout ce qui est dehors, ça reste dehors. Et tout ce qui va rentrer, c'est cette notion de confiance implicite du user. Une fois que je t'ai laissé rentrer, tu as full accès aux applications, aux data, à tout, quoi. Donc le concept, pour le retenir, il est à peu près aussi simple que ça. Et là, pareil, vous voyez, plutôt que d'inventer, j'ai été écouter le podcast No Limit Sécu. Vous avez le petit picto qui est là. Et en fait, c'est toutes les technologies qui ont été développées au fur et à mesure. Le pare-feu, bon, ça j'ai compris. Le serveur proxy, si j'ai bien compris, c'est une sorte de filtre. La DMZ, c'est un truc militaire, bon, ça j'ai compris. Alors techniquement, zéro. Le VPN, ça va. Bon. Donc en fait, on a commencé à plaquer des protections sur la muraille autour du système d'information. Mais là, je vous ai mis en 2025... les trois ennemis de la défense périmétrique, c'est quoi? D'abord, c'est que la data n'est plus dans le périmètre du système d'information initial, qui était on-prem au départ. Ensuite, on a eu bien sûr le développement du télétravail, du nomadisme, vous l'appelez comme vous voulez, le concept est le même. Le user n'est plus dans les locaux avec un accès direct au système d'information sur place. Et puis le troisième phénomène qui pose un problème, c'est le bring your own device. Voilà. Donc de tout ça, on voit bien que le système de la défense périmétrique ne suffit plus. Hein. Vous ne pouvez pas vous le marquer plus gros. Et c'est là où on va basculer au concept du Zero Trust. C'est une BD qui est assez sympa parce qu'elle est en noir et blanc. Donc, on voit bien les choses. Alors, là, pareil, le Zero Trust, moi j'ai une approche très pragmatique. J'écoute les pros, je vois ce qu'ils disent. Bon,
Moi, quand on me dit que c'est un concept plus qu'un outil clé en main, ça veut dire que c'est une recette de cuisine que chacun peut agrémenter comme il le veut, et on va essayer de faire intelligemment. D'ailleurs, l'ANSSI a une approche qui est plus technique et plus rationnelle. Voilà, c'est ça le principe. Dans le modèle périmétrique, on accorde une confiance dite implicite. En fait, on ne se posait pas la question. Donc, le user, une fois rentré dans le système d'information, a un accès généralisé à toutes les ressources du système, avec des droits illimités, bien sûr, ce qui permet aux attaquants, une fois qu'ils sont entrés, de faire à peu près ce qu'ils veulent. Et là, on va remettre en cause cette confiance implicite. J'ai cité l'ANSSI. Voilà, vous voyez des guillemets. Les phrases ne sont pas de moi. La même chose exprimée par Wikipédia. Bon, alors c'est un peu cryptique pour moi, Wikipédia, mais là au moins, never trust, always verify. Et vous allez voir comment c'est décliné par l'ANSSI derrière. Ça devient beaucoup plus concret. Et en fait, là aussi, l'épisode du podcast No Limit Sécu était assez clair sur les explications. C'est que si à la base, le premier concept, c'était l'identification par l'IP source, ben, on arrête complètement cette identification et on passe à autre chose. Voilà, moi, la seule slide que j'ai trouvée intéressante quand j'ai bâti ça, c'est une citation de Nicolas Ruff, encore. Voilà, on va considérer que si on veut faire un mécanisme d'authentification sérieux, on va le faire à l'endroit où se situe la data. Okay, donc c'est vraiment un changement de paradigme complet. Donc on oublie la défense périmétrique, enfin qu'on va laisser établie, et ensuite on va passer à cette notion du contrôle d'accès au bon endroit. Alors ensuite, quand j'ai écouté toujours le même podcast qui fait 3 quarts d'heure, donc moi j'ai des post-it, je prends des notes basiques pour essayer de comprendre. Là, les 2 professionnels qui étaient invités pour l'épisode de No Limit Sécu, ils ont empilé les éléments sources pour eux qui se réfèrent au Zero Trust. Alors, en réalité, je vous l'ai mis en gras, c'est l'authentification. C'est ça le concept du Zero Trust, vraiment, puisque le chiffrement des flux, eh bien, c'est de la protection supplémentaire. La supervision, ça paraît normal de faire de la supervision. Je suis bien placé pour vous dire que tout le monde n'en fait pas. Donc la réalité du Zero Trust, c'est ça. Et en une seule slide, alors j'ai essayé de faire des pictos. Donc il y a 6 principes, donc vous voyez qu'il y a plus de 6 pictos, mais vous allez voir. En fait, déjà, à la base, c'est le contrôle d'accès généralisé. Donc on ne fait plus confiance à personne, tout le monde passe en contrôle d'accès systématique, qu'on soit on-prem, qu'on soit en nomadisme, qu'on soit en bring your own device, tout ce que vous voulez, tout le monde va être soumis à une même politique de contrôle d'accès. Ensuite, il y a les 2 principes qui sont très connus que moi je mets dans les contrats quand on commence à écrire les choses un peu sérieusement, c'est de systématiquement appliquer la politique du besoin d'en connaître. Comme ça permet de discriminer Tata Jacqueline qui, à la compta, n'a pas forcément besoin d'accéder au code source ou à des informations qui sont plus sensibles. Donc on va déjà commencer par le besoin d'en connaître. Et ensuite, on va appliquer le moindre privilège. Je cite toujours l'ANSSI, ça n'est pas moi qui l'invente. Donc vous voyez, on en est déjà à 3 principes sur 6. Le 4e qui est pour moi plus difficile à manier, je suis qu'avocat, donc il y a des limites à ma capacité à inventer, c'est les politiques d'accès dites dynamiques, en fait, où on va empiler les critères derrière. Il y en a un qui était intéressant, qui est le fait de contrôler la manière dont le user va se servir de son terminal pour établir un pattern. Et ensuite, quand le pattern devient dissonant, par exemple, on est dans le TGV, on se lève pour aller à la voiture-bar, ce qui n'arrive jamais à personne, bien sûr, quelqu'un prend la place, la session reste ouverte, quelqu'un prend la place du user légitime et se met à utiliser le clavier, la souris d'une manière différente. La machine va le détecter et là, soit on remonte une alerte, soit carrément on bloque la session et on interrompt la capacité du terminal à interagir avec le système d'information. Voilà, là on est à 4 sur 6. Le 5e principe, parce que votre écran, vous voyez un peu mieux que moi, oui, c'est les demandes d'accès avec vérification récurrente. Parce qu'effectivement, quand on a un user qui va être logué pendant 14 heures à sa session de travail, on voit bien qu'il y a un problème. Donc il y a une série de critères, et puis on voit bien que si les logs démontrent que c'est toujours pendant les horaires de bureau de certains services en Chine que les accès se font sur le système d'information, on voit bien qu'il y a des problèmes. Donc ça, c'est le critère 5. Et le critère 6... qui est aujourd'hui du bon sens dans toutes les réglementations cybersécurité, c'est la réévaluation régulière des politiques d'accès, où on va revoir l'authentification, est-ce que ça marche ou pas, et pareil, les règles d'autorisation d'accès.
Voilà. Donc ça, c'est la politique, les recommandations. Donc quand on dit recommandations de la CNIL, pour moi, juriste, c'est l'état de l'art. Donc c'est obligatoire si on veut rentrer dans une démarche de zéro trust. Alors, bon, cette slide ne sert à rien, mais j'aime bien. Il y avait le corbeau qui est assez sympa. Une histoire de meurtre avec un homme corbeau. C'est une BD qui est assez rigolote. En fait, la première conclusion aujourd'hui, c'est que opposer défense périmétrique et zéro trust, c'est illusoire. En fait, ça va être des concepts de sécurité qui vont s'additionner. Donc, on va bien sûr garder, surtout pour son legacy, on va garder sa défense périmétrique et on va rajouter la couche zéro trust dessus. Voilà. Donc si vous avez compris ça, moi c'est ce que j'ai compris du zéro trust, au moins ça vous permettra de dire pas trop de bêtises et j'espère que je vous ai un peu convaincu. Je n'ai fait que des citations. Alors ça c'était la partie théorique. Maintenant la partie concrète. Aujourd'hui, si vous lisez la réglementation UE, notamment la directive NIS 2, DORA, le Cyber Resilience Act, tous ces trucs ravissants à lire, on peut se demander légitimement si le législateur a pris en compte aujourd'hui les concepts de cybersécurité actuels, pas ceux d'il y a 100 ans, enfin il y a 100 ans ou d'il y a 20 ans même. Alors, un premier exemple rapide, ça, ce sont les 10 mesures de sécurité obligatoires qu'il va falloir déployer en application de NIS 2. Donc, je ne vous les lis pas, hein, ça commence toujours par analyse de risque, PSSI, gestion des incidents, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, alors après, il y a des chiffres, parce qu'en fait, c'est des trucs qui ne sont pas toujours pareils. Ça a été écrit par... on ne sait pas, il y a le Parlement qui a mis son nez dedans, donc ce n'est pas toujours très, très cohérent. Moi, je vous recommande quand même l'utilisation de la cryptographie, y compris le chiffrement. Hein. Ça vous donne un peu un niveau de compréhension de ceux qui font ces textes de loi. Et ce que j'ai essayé de mettre sur ces 10 mesures de sécurité, qui vont être déclinées dans le décret que je vais vous montrer dans un instant, enfin dans le projet de décret, qui n'est pas public, mais bon... d'aucuns y ont eu accès. Vous voyez, la sécurité de la supply chain, ça veut dire en clair que mes prestataires IT qui ont accès à mon système d'information, eh bien, je vais les soumettre aux mêmes règles de contrôle d'accès. Sinon, ça ne sert à rien. Il y a des règles de contrôle d'accès, de gestion d'actifs. Vous voyez, on est sur la mesure I. Et la mesure J, c'est marqué authentification à plusieurs facteurs. Donc là, vous voyez, ça rejoint des items de défense périmétrique et des items de zéro trust, avec de la cyberhygiène, blablabla, blablabla, comme toujours. Pour le rendre encore plus concret, donc vous avez une directive européenne, ça veut dire une loi nationale de transposition, et une fois qu'on a pris sa loi nationale, qui n'est jamais qu'un copier-coller de la directive pour avoir consulté le premier projet, on n'y apprend rien, renvoie à 19 décrets, je crois, dont le décret qu'on a appelé magnifiquement « Mesures cyber » de l'ANSSI. Alors la loi en elle-même, elle est prévue maintenant, ça approche, parce qu'on a passé première lecture, deuxième lecture au Sénat. C'est planifié pour le 26 mai, bon, à une semaine près, le temps que tout le monde se mette d'accord, on vote. C'est des textes très techniques, donc il n'y aura pas énormément de bouleversements. Si nos députés savaient comment ça marche, pas de députés, non, c'est bon. Si nos députés savaient comment ça marche, ça se saurait. Enfin, vous le savez si vous bossez dans la cyber. Ils y comprennent à peu près rien, par 2 ou 3. Bon, donc ça va être voté. De là-dessus, une fois qu'on a ça, en fait, on n'a pas grand-chose. Et on va passer au projet de décret de l'ANSSI. Alors, il y a un premier projet qui a fuité au mois de juillet dernier. Donc, c'était la 5.2. Et puis, il y a une nouvelle version qui ne circule pas. Donc qui n'est pas public, donc je ne l'ai pas consulté, donc je ne vais pas vous en parler. Mais je vais vous la montrer un peu quand même. Donc je ne l'ai pas. Je suis astreint au secret professionnel, donc je ne trahirai pas mes sources. Alors pour vous le faire en grande masse, vous allez bien comprendre. Donc tout le décret de l'ANSSI, le projet de décret, pardon, c'est des mesures. Donc là, quand vous êtes entité essentielle, vous prenez la totale, il y a 208 mesures. Hein, on les a comptées, on a mis en Word, hein, ça se numérote très très bien. Donc vous voyez que les entités qui vont être classées essentielles vont avoir un régime de sécurité qui devrait être assez bien pensé et assez sévère. Et quand on n'est que entité importante en fonction des critères de seuil, blablabla, ça je vous passe les détails, vous voyez on tombe de 208 à 92 mesures. Donc la différence est quand même substantielle, mais vous allez voir pour les items qui nous intéressent aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de changements. Voilà, donc ça s'appelle des objectifs de sécurité. Il y en a 20 avec des objectifs, du blabla. Puis ensuite, il y a les mesures tout à fait détaillées. Donc, comme le thème aujourd'hui, c'est Zero Trust, je vous ai pris, vous voyez, c'est les mêmes items qui reviennent. Maîtrise de l'écosystème, ça c'est dans le projet de décret actuel. Donc, c'est la gestion des prestataires IT.
Ensuite, nous avons la sécurisation des accès distants. Vous voyez, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent, pas dans le même ordre, bien sûr. C'est pour être sûr qu'on ait un peu de travail, nous les juristes. Et puis le troisième, ouais, alors là, on est plein pot. Je vous ai même mis le picto devant. Gestion des identités et des accès des utilisateurs. Alors maintenant que vous êtes là, c'est bon, là, je suis dans les délais. Accrochez-vous. Voilà. Ça, c'est l'objectif de sécurité 8 sur 20. Alors, ça n'est pas le texte de l'ANSSI, puisque je ne l'ai pas officiellement, donc je n'ai pris que des notes sur le dernier document auquel j'ai pu accéder. Donc, j'ai juste numéroté, c'est la partie bleue. Vous voyez, donc on est l'objectif 8, donc ça fait dièse 8, blablabla. Accès distant, A, B, C, D, E. OK ? Et donc, qu'est-ce que vous voyez ? VPN TLS, IPsec, des mécanismes d'authentification conformes aux recommandations de l'ANSSI. Donc, il faut aller prévoir le reste des recommandations de l'ANSSI. De l'authentification multifacteur, blablabla. Là. Alors, la mémoire de masse, c'est les disques durs. Hein. J'ai découvert ça, que ça s'appelait la mémoire de masse. C'est pour ça que je suis littéraire, hein, donc de temps en temps, je vais vérifier. Et vous voyez, la partie rouge, c'est ce qui ne s'appliquera pas aux entités importantes. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est pour les entités essentielles. Et quand vous serez juste entité importante, vous ferez le dièse 8 petit a, le dièse 8 petit b, et vous serez dispensé, d'après la loi, de faire le reste. Si vous voulez le faire, vous serez le bienvenu, mais on ne pourra pas vous sanctionner parce que vous ne l'avez pas fait. Donc ça, c'est 8 sur 20. Alors là, vous voyez que gestion des identités et accès des utilisateurs, que vous soyez entité essentielle, que vous soyez entité importante, vous voyez que ça va être le même régime pour tout le monde. Et là, on rentre dans le sévère. Regardez, hein, je ne vais pas vous les lire, hein, c'est marqué. C'est très bien classé. Identification. En fait, c'est de l'authentification, mais bon, c'est pas grave. Authentification pure et dure, les secrets, les changements de secrets, les renouvellements des secrets, les secrets conservés individuellement, le coffre-fort numérique, voilà. C'est la partie en jaune. Je vous ai fait une synthèse avec mes mots d'avocat qui a à peu près compris ce qu'il y avait marqué. Mais en fait, c'est plus pour vous montrer que juste sur cet objectif 10, vous avez déjà 16 mesures. D'accord ? C'est comme ça qu'on en arrive. Donc pour les entités essentielles, je me concentre, des entités essentielles, 208 mesures, et les entités importantes, vous tombez à 92. Alors, la conséquence juridique de tout ça, vous allez voir, ma conclusion est un peu longue. Alors, comprenez bien que quand on a des mesures techniques décrites d'abord dans une directive, donc c'est les grands principes, déclinées dans une annexe sécurité, bon, j'ai bien mis que c'était le projet, hein, donc ça n'est qu'un projet, mais assez abouti comme projet. Ça s'appelle l'état de l'art. Et aujourd'hui, si vous devez vous faire tanker par un professionnel qui est votre client ou votre prestataire et que vous allez plaider devant les tribunaux, je vais vous montrer dans un instant, ça s'appelle l'état de l'art et c'est donc obligatoire. Et ça, devant les tribunaux, vous dites, c'est l'état de l'art, il n'a pas respecté ça, il est donc coupable, responsable, vous le tournez comme vous voulez, mais c'est ça le problème. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais vous montrer en 3 slides quand même la manière dont les sanctions vont s'appliquer, qu'on soit une entité régulée ou qu'on soit le prestataire d'une entité régulée. Alors, la mécanique intellectuelle dans NIS 2, les plafonds sont écrits, donc ce sera comme ça dans la loi française et dans toutes les lois des 26 autres États membres. Vous êtes entité essentielle, vous risquez jusqu'à 2% de votre chiffre d'affaires. Quand vous êtes un industriel et que vous margez 1% et que vous risquez 2% de votre chiffre d'affaires de sanctions pécuniaires, je vous laisse apprécier le carnage. Bon, vous êtes entité importante, vous risquez un peu moins, vous allez jusqu'à 1,4% du chiffre d'affaires. Bon, maintenant, là non plus, j'invente rien. Vous voyez, moi, je fais beaucoup de citations. Webinaire de l'ANSSI 2023, donc il y a presque 2 ans. L'ANSSI dit, attention, nous nous réservons le droit. Alors, l'ANSSI, on dirait qu'il va instruire le dossier, balancer à une commission des sanctions. Je vais vous montrer, ça à la limite, c'est du détail, on s'en fout. Suspension temporaire d'exercice pour les responsabilités des dirigeants. Ça veut dire niveau président, DG, COMEX, patati patata. Ça veut dire plus de travail, plus de signature, donc ça veut dire plus de salaire non plus. Hein. C'est interdiction d'exercice de son mandat social. En fait, c'est quoi l'idée ? Derrière, c'est je force les dirigeants qui débloquent les budgets à comprendre qu'il faut faire quelque chose. Et si vraiment, comme c'est arrivé très récemment, si vous suivez la presse, notamment l'affaire Harvest, Harvest, c'était des gros tocards.
manifestement, si le président n'avait pas débloqué les bons budgets et n'avait pas fait le job, c'est à lui qu'on va s'en prendre. Et lui, on va l'empêcher de faire son job. Donc nous attendons les premières sanctions avec émotion. Et puis alors, ce qui est juste le seul truc qui était à retenir du projet de loi, c'est l'ANSSI qui va instruire les dossiers de non-conformité, probablement suite à la découverte d'un ponçage en règle et d'un blue screen généralisé. Et une fois que le dossier est instruit, ça partira à une commission des sanctions composée de fonctionnaires et de fonctionnaires. Ça va être magnifique. Mais là où ça devient très tricky, c'est qu'en fait, dans ce concept de NIS 2, donc sont réglementés, sont régulés, c'est le terme légal, donc des entités qui sont importantes, essentielles. Donc voilà, va falloir faire le job. Après, ce que je vous ai montré ou ce qui finira par sortir assez rapidement, je pense qu'en septembre, on l'aura, le décret voté, adopté, publié. Et maintenant, là où c'est un peu hypocrite comme système, c'est que les entités régulées, ce sont à elles de mettre leurs prestataires au carré. C'est-à-dire que l'ANSSI ne viendra jamais contrôler les prestataires, mais par contre, ils vont venir voir l'entité qui dira « Ah, mais c'est pas de ma faute, c'est lui qui a pas fait le job, mais c'est vous qui portez la responsabilité, donc je vous cartonne, d'une manière ou d'une autre, et ensuite, vous irez faire votre procès avec votre prestataire sous-traitant qui n'a rien fait. » Inutile de vous dire que l'écosystème des prestataires, que ce soit sous NIS 2 ou sous DORA, n'a pas bien compris comment ça allait se passer, et il n'y a pas grand monde qui soit au point aujourd'hui. Je n'ai même pas besoin d'inventer ce qui va se passer. C'est la dernière slide que je vous montre sur le projet de décret ANSSI. Voilà, l'objectif 3 sur 20, dans la maîtrise de l'écosystème. Regardez en bas. Voilà. La sous-traitance doit être conforme à NIS 2 et audit périodique de conformité des sous-traitants. Ça veut dire que si moi je suis entité essentielle et que j'ai un prestataire qui intervient cœur SI, pas la gestion des badges de la cantine, la gestion de la flotte de mes collaborateurs, ça on s'en fout complet, mais mon cœur SI qui me permet de rendre mon activité pour laquelle j'ai été classé essentiel ou important, mes prestataires, même régime. Même régime, ça veut dire même règles de sécurité. On se prépare des moments glorieux. Donc cette slide ne sert à rien, à part vous dire que les prestataires vont devoir se mettre au carré au même niveau que l'entité régulée. Les entités doivent s'auto-désigner, et le Père Noël va arriver. On y croit à fond. Mais enfin, globalement, l'ANSSI a aussi une capacité, enfin l'ANSSI, les services du Premier ministre, le SGDSN a nommé d'office des gens dans des catégories. Ça va être bien aussi. Et j'ai quasiment terminé pour vous dire ça. Maintenant, le discours que vous tiennent beaucoup les jurys, c'est attention, l'autorité de contrôle, vous risquez des pénalités, votre président, machin et tout. En fait, le risque aujourd'hui n'est plus là. Et je vais vous l'illustrer de manière très récente, par une jurisprudence qui est tout à fait récente. Voilà. Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 2024. Donc on ne vienne pas me dire que c'était à une époque où on ne savait pas. Une slide pour résumer les faits. Vous voyez, on va partir du bas. Il y a un prestataire IT qui répond à un appel d'offres. Il y en avait pour 600 000. C'était la refonte du système d'information d'une petite société industrielle, 250 salariés quand même, qui fabriquait des portails en métal. Ok, donc appel d'offres, ils répondent. Et ils avaient oublié de dire qu'il fallait peut-être faire des sauvegardes non connectées pour le système d'information. Et vous allez comprendre, évidemment, cyberattaque, cryptolocker, Bloom, tout est cryptoloqué, y compris les sauvegardes. Et il n'y avait pas de sauvegarde déconnectée. Donc évidemment, l'industriel, le client, lui, à un moment, il a eu un préjudice. Ça a été une semaine complète d'arrêt de production, plus les perturbations dans tout le système d'information. Il n'y avait plus rien, plus de paye, plus de virement, plus d'approvisionnement, plus rien. Et plus de fabrication, bien sûr. Ils sont un peu énervés, donc j'assigne... Pardon, je n'étais pas dans le dossier. L'industriel assigne le prestataire. Première instance, ils sont partis que 3 cacahuètes et 1 Mars. Par contre, ils sont allés à la cour d'appel de Rennes qui a dit vous, le prestataire, vous n'avez pas conseillé au-delà de ce qui avait marqué dans l'appel d'offres. Vous n'avez pas fait votre job. Vous aviez marqué que vous étiez des professionnels de la cyber, ce qui n'était pas vrai, comme à peu près 9 prestataires sur 10. Et bien du coup, on va te faire raquer. Et ils en ont pris pour 60 000 de dommages et intérêts. Voilà.
Donc aujourd'hui, alors bon, c'est écrit de manière, vous voyez, très... le prestataire a l'obligation de s'assurer que ses prestations répondent aux besoins, blablabla. Lui présenter une proposition commerciale adaptée. Il y en a 14 pages. Vous trouverez un peu plus de détails sur mon blog. Voilà, il faut solliciter, il faut aller poser des questions à son client, il faut le conseiller, il faut lui signaler que oh là là, tes travaux ne comportent pas l'installation de sauvegarde déconnectée. Tu le fais pas, mais moi, prestataire, je t'ai dit de le faire. Si tu ne le fais pas, tu prends ton risque. Et ça, je suis bien blasé pour vous le dire, et que moi je plaide assez peu, mais j'ai des confrères qui font que ça. Aujourd'hui, le contentieux responsabilité pour des raisons de cyber qui ont mal été pensées, des équipements défaillants, des logiciels troués, ça commence à se faire. Parce que derrière, ça génère de telles pertes chez les entreprises que maintenant, on commence à trouver que les avocats sont moins chers rapport à l'argent que ça va rapporter en dommages et intérêts. Donc c'est un pur calcul économique et ça ne va que se développer. Voilà, donc aujourd'hui, je suis même dans les temps, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, moi je ne développe pas de discours catastrophiste. Il va falloir qu'on voit aujourd'hui comment on va faire le job une fois qu'on a pris toutes ces mesures de sécurité, les 208. Alors, de manière très pragmatique, ce que je dis à mes clients aujourd'hui, c'est vous prenez les 208 mesures, ce que vous faites, vous marquez que c'est OK, avec des cases à cocher, et puis le reste, vous mettez roadmap. 12, 18 mois, 24 mois pour les plus courageux, 36, c'est limite du foutage de gueule, mais après tout, chacun prend son risque, et derrière, vous faites signer tout le monde. Donc, vous montrez d'abord à vos clients, quand vous êtes le prestataire, que vous avez compris, que vous êtes en mesure de faire. Ce n'est pas juste des cases à cocher. À un moment, il va falloir les auditer derrière, un peu sérieusement, parce que la cybersécurité NIS 2 DORA, ce n'est pas des cases à cocher, hein, c'est fini ça. C'est on déploie pour de vrai, et ensuite on écrit ce qu'on fait, sans mentir trop. Je n'ose regarder personne. Et puis parce que si on ne le fait pas, ça ne va pas bien se passer. Voilà, donc c'est ma dernière slide que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous avez tout ça qui est en ligne, en libre d'accès. Je vous remercie de votre attention. Voilà, c'est la petite dernière, voilà, elle pleure déjà la pauvre petite. Et je réponds à vos questions. Il nous reste 3-4 minutes. Je réponds volontiers à vos questions. Allez-y, si vous avez des questions, je peux venir avec le micro. On a 5 minutes. Allez, quelques minutes, oui. Merci beaucoup, très enrichissant. Une petite analogie par rapport au RGPD, ce n'est pas la même raison, mais en 2018, il fallait protéger les données personnelles. Et la CNIL, pardon, qui est l'organe de contrôle, disait en 2018, être en conformité, ça va être compliqué. On veut juste voir si vous avez fait les bonnes mesures ou les bonnes pratiques. Est-ce que ça s'appliquera aussi avec du coup NIS 2, si on commence là dans les 6 prochains mois à se mettre dans les bonnes pratiques, les règles de l'art? Parce que si on fait les 208 mesures et que ça nous prend un certain temps, est-ce qu'on sera... voilà, c'est la question. Alors, je ne suis pas Madame Soleil. Je ne suis pas l'ANSSI, ok. Mais pour suivre les discours de l'ANSSI, hein, ils sont pas loin. J'ai été leur faire les pompes ce matin, bien sûr. L'ANSSI, leur but, ils l'ont dit, c'est pas les sanctions, ok. Ils savent bien que... alors, le RGPD, c'était quand même une loi éthique, hein, faut pas rêver. La sécurité dans le RGPD, c'était à peu près 0. Hein, 5 pauvres lignes. Bon, on passe. Là, c'est vraiment... L'objectif, c'est déploiement des mesures de sécurité. Et l'ANSSI l'a annoncé d'ailleurs au FIC l'année dernière, en 2024. On préfère que vous déployiez sur 24-36 mois, mais faites-le pour de vrai. Okay. Par contre, si au bout de 36 mois, vous n'avez rien fait et qu'il y a un méga crash, c'est-à-dire qu'à un moment, ce qui se passe pour des tas de gens, genre il y a un PABX qu'on a oublié de décommissionner avec une VUL à 9.8, boum, et il y a 2 data centers qui tombent, là, la preuve qu'il ne s'est rien passé, ça va énerver quelqu'un. Et tant qu'à faire, je serai à la place de l'ANSSI, à un moment, je vais attendre l'exemple. Et puis celui qui s'est fait poutrer, type TV5 Monde, hein, c'était même en 2015, c'est ça, TV5 Monde, à un moment, on fait en sorte que ça se sache, on rétablit le système d'information. Enfin, la CNIL était passée... non, c'était pas TV5 Monde, c'était Dailymotion. Ils avaient pris, en plus de la cyberattaque, ils avaient pris une grosse prune à 500 000, un truc comme ça. Donc, on sait que c'est pas l'argument pécuniaire, la menace de sanction qui va faire avancer les choses. Moi, ce qui me terrorise, c'est les procès en responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est du droit positif, donc c'est la loi, hein, qu'on le veuille ou non, que l'ANSSI dise on va peut-être pas faire les contrôles tout de suite, ça c'est la politique de contrôle de l'ANSSI auquel on peut rien, mais par contre moi demain on m'explique que lui il a rien fait, je me suis fait poutrer, j'ai toute ma prod qui est par terre, mes salariés ne servent plus à... enfin je les paye mais ils peuvent plus bosser, moi je fais un procès en responsabilité au prestataire qui m'a mis par terre. Et là
Annecy, pas Annecy. Là, on passe dans le circuit privé du procès classique et on commence à avoir des juges qui entrevoient le problème. Ils ne sont pas tous très bien formés, je suis bien placé pour vous le dire aussi. Hein, parce que j'ai été plaidé un admin, et mon gars admin, il a pris quand même 9 mois avec sursis. Donc le juge n'avait pas bien compris, mais aujourd'hui, on a le contentieux qui est en train de se développer. Donc pour moi, la crainte, objectivement, c'est moins l'ANSSI, parce que les pros vont finir par faire, parce que c'est la loi, donc tout le monde s'y mettra 24 mois, 36 mois, je ne sais pas, roadmap, machin. Par contre, les procès, voilà, il y a des data centers qui sont en train de transpirer en ce moment. Parce qu'eux, ils ont pris une réglementation à part, complémentaire, dont je ne vous parle pas aujourd'hui, mais là, il va y avoir du sang sur les murs.